Bonsoir chers amis, bonsoir chers étudiants, bonsoir chers élèves. Et une fois de plus, bienvenue dans mon bureau, bienvenue aussi à ma chaîne YouTube. Notre vidéo de ce jour s'inscrit dans le même ordre d'idées que les deux précédentes, c'est-à-dire la continuation de la méthodologie de la dissertation. Si lors des deux premières vidéos, nous avions déjà regardé globalement ce que l'on devrait faire pendant la phase de préparation, aujourd'hui, nous allons continuer par la deuxième phase qui est celle de la rédaction du sujet, en général, de la rédaction du devoir, je voudrais dire en général. Et bien évidemment, nous allons commencer par la rédaction de la première partie qui est généralement la rédaction de l'introduction. Mais avant de commencer, j'aimerais vous prier, vous qui appréciez ces vidéos, vous qui trouvez que ces vidéos que j'ai choisi de partager avec vous depuis quelque temps, vous qui trouvez que ces vidéos, disais-je, sont intéressantes, qu'elles peuvent vous apporter quelque chose, je vous prierai d'abord de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et d'activer la cloche de notification pour que ces vidéos-là, que je vais publier forcément à un rythme un peu plus soutenu, c'est-à-dire au moins une vidéo par semaine, que vous ne les manquiez pas et que vous soyez toujours à jour par rapport à ces nombreuses notions que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vous le demande encore une fois, j'aimerais que vous abonniez à la chaîne et surtout que vous activiez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons donc évoqué la dernière fois la phase préparatoire d'une dissertation. Et avant de passer à l'introduction, je vais ici rappeler quelques éléments essentiels. Il était question de comprendre que lorsque nous avons un sujet de dissertation devant nous, la première chose, c'est bien évidemment de le lire dans l'objectif de le comprendre. Et pour ce faire, il fallait qu'on travaille de manière méthodique. Un sujet de dissertation est généralement constitué de deux grandes parties. La première, c'est l'opinion, et la deuxième, c'est la consigne. Il est donc question dans un premier temps de s'intéresser à l'opinion en se posant deux questions. La première, c'est quoi? De quoi parle-t-on dans le sujet? Donc, en fait, la première question nous amène à retrouver le thème général du sujet. Une fois qu'on a retrouvé ce thème général, on se pose une question. Qu'est-ce que l'on dit de ce thème général? Parce que dans un sujet de dissertation, il y a généralement une thèse, une affirmation sous-jacente. Et l'affirmation concerne un thème général. Et de ce thème général, on affirme quelque chose, on soutient une opinion. Il est donc question de savoir quel est le thème précis, parce que c'est ce thème précis-là qui nous précise le domaine dans lequel on voudrait que nous travaillions en partant du thème général. Donc, lorsqu'on s'est posé ces deux questions, forcément, on identifie le problème. Parce que le problème, c'est ce que l'on dit du thème général. Une fois donc qu'on a identifié le problème, il est question maintenant de passer à la deuxième phase qui est celle de pouvoir reformuler le sujet, en fait, poser le problème du sujet. Et pour pouvoir poser le problème que le sujet nous demande de traiter, il est question de s'intéresser à la deuxième partie qui est la consigne. Et dans cette consigne-là, il y a un certain nombre de termes que l'on retrouve très souvent qui vont vous permettre de comprendre le travail que vous avez à faire. Je n'ai pas insisté sur ce terme la dernière fois, j'aimerais le faire cette fois-ci. Le terme le plus fréquent, c'est expliquer. Expliquer consiste bien évidemment à aller dans le sens de ce que le sujet a dit et d'apporter un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'éclaircir cette opinion-là. Donc vous allez dans le même sens et vous apportez de nombreux exemples, de nombreux arguments qui permettent de mieux éclaircir ce qui a été dit. Mais il arrive également très souvent qu'on vous dise discuter tout court. Lorsqu'on dit discuter, ou alors qu'on dit commenter et discuter, ou alors expliquer et discuter, ou encore quand vous pose une question du genre, êtes-vous du même avis, partagez-vous cette opinion, qu'en pensez-vous? Le travail que l'on vous demande ici, c'est généralement de peser le pour et le contre, c'est-à-dire, dans un premier temps, d'aller dans le sens de ce qui est dit dans le sujet, et dans un deuxième temps, d'essayer de ressortir les limites. Donc, vous comprenez ici aisément que lorsqu'on dit simplement expliquer, le travail à faire est un travail qui ne vous demande pas de confronter des points de vue opposés, mais qui vous demande plutôt de développer des idées qui vont dans le même sens et de les regrouper dans plusieurs centres d'intérêt. Mais lorsqu'on dit commenter et discuter, ou bien on dit simplement discuter ou expliquer et discuter, là, vous devez ressortir deux centres d'intérêt. Un qui est pour et l'autre qui est contre ce qui a été dit. Et en fait, c'est ainsi que le travail doit être organisé. Mais il y a un troisième terme qui est récurrent, c'est le terme commenter. Ce terme est un peu moins précis que les deux premiers parce qu'il laisse plus de liberté. Parce que commenter, c'est quoi?
Commenter, c'est donner votre opinion, votre perception de la chose. Et vous savez que l'opinion est plus libre parce que vous pouvez être pour ce qui a été dit, vous pouvez être contre ce qui a été dit, vous pouvez l'accepter et vouloir le compléter. Ceci laisse donc entendre que lorsqu'on vous dit commenter, en fait, vous avez la liberté soit de soutenir ce qui a été dit, seulement le soutenir et de faire un travail analytique, soit de vous y opposer, de faire seulement un travail analytique dans lequel vous opposez, soit aussi de soutenir le pour et de soutenir le contre. C'est-à-dire que ressortir dans votre commentaire que vous êtes du même avis que ce qui a été dit, mais à la fin aussi ressortir quelques limites, c'est-à-dire montrer qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter à ce qui a été dit. Donc vous comprenez que le terme commenter n'est pas un terme qui est très facile à aborder, mais c'est la raison pour laquelle, enfin, en ce qui me concerne généralement, je ne l'utilise pas. Enfin, je ne l'utilise pas seul. Il est rare que je propose un sujet dans lequel je demande aux étudiants, aux élèves seulement de commenter parce que, en réalité, cela laisse à l'étudiant ou à l'élève la liberté de faire ce qu'il veut, pourvu que ce qu'il va produire soit objectif, pourvu qu'il cherche des arguments dans la culture générale qui vont montrer que ce qu'il a dit est objectif, il aura raison. Donc, voilà les trois termes et les plans auxquels ils nous soumettent. Une fois que l'on a identifié le problème qu'il faut résoudre, la première chose à faire, c'est rechercher les idées qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Dans un premier temps, il est conseillé de le faire sans s'occuper de l'ordre. C'est lorsqu'on a fini d'identifier les idées et qu'on y a associé des exemples qui dépendent de nous. Ça peut être des exemples, tout dépend de ce que le sujet a demandé en fait. Si le sujet nous a demandé de chercher des exemples dans la littérature, on va le faire. Mais s'il nous demande de le faire dans la culture générale, on va également le faire. Donc il faudrait que les idées, que les exemples correspondent à la nature du sujet. On regroupe donc ces idées-là en centres d'intérêt. Les centres d'intérêt ici sont des regroupements d'idées qui ont des affinités. Dans un travail dialectique, par exemple, les deux centres d'intérêt, c'est forcément la thèse et l'antithèse, au-dessous desquels on va regrouper toutes les idées qui vont dans le même sens. Mais dans un sujet analytique, on va s'arranger à regrouper les idées en 2 ou 3 grandes parties, dans lesquelles il y aura 2 ou 3 idées dans chacune des parties. Et là également, ce sera des idées qui ont un certain nombre d'éléments en commun. Et une fois qu'on a regroupé ces idées-là, ce n'est pas fini, il faut maintenant s'arranger à ce qu'il y ait une cohésion, une sorte de fluidité dans le travail que nous allons développer. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de l'enchaînement des idées. Donc, la première chose à faire, c'est arranger ces idées de manière cohérente et progressive. Donc, il est conseillé généralement de commencer par l'idée qui paraît la plus simple, la plus évidente, pour finir par l'idée qui est la plus complexe, et ce, dans chacune des parties. Une fois que l'on a fait cela, on s'arrange également à y trouver un certain nombre de mots de liaison. Donc, par exemple, dans une partie, on met la thèse, c'est-à-dire que, disons par exemple la thèse, la première partie du travail, on arrange les idées de manière croissante, mais on sait très bien que chaque idée est associée à son ou ses exemples, et parmi ces exemples-là, donc, il est question de créer, que dis-je, d'une idée à une autre, il est question de faire des paragraphes différents. Donc, chaque idée et ses exemples constituent un paragraphe. Et lorsqu'on a donc fini de développer une idée avec ses exemples, on va à la ligne et on commence un autre paragraphe. Donc, ce travail-là doit être fait pendant le travail préparatoire. On ressort les différentes idées et à chacune des idées, on associe ses exemples. Et après, on prépare des mots de liaison qui, lorsque nous allons rédiger le développement, vont nous permettre de passer aisément d'une idée à une autre. Donc ici, par exemple, on cherche les connecteurs logiques d'addition entre les différentes idées d'une même partie. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on aura fini, par exemple, le premier paragraphe, qui est la première idée développée, on va continuer par la deuxième idée, mais on va l'introduire par un connecteur logique d'addition. Lorsqu'on a donc ainsi fait ce travail d'arrangement et puis on a trouvé des mots de liaison entre les différentes idées, les différents arguments de chaque partie, maintenant, on cherche la transition ou les transitions. Parce que si nous avons un travail en 2 grandes parties, on a besoin d'une seule transition. Mais si on a un travail en 3 grandes parties, il y aura forcément 2 transitions parce que la transition est une phrase que l'on met à la fin de chaque paragraphe pour pouvoir évoquer ce qui va être dit dans le paragraphe suivant, pour qu'il y ait une cohésion, pour que celui qui nous lit ne soit pas surpris. Donc, à la fin des différentes idées d'une partie, on fait une conclusion partielle qui confirme ce que nous avions dit à la thèse, et puis cette conclusion partielle est suivie par une transition qui est en fait généralement une question que l'on pose, qui évoque brièvement ce que l'on va dire dans la partie suivante. Bien évidemment, quand on a fini de faire ce travail-là, normalement on en a fini avec le travail du brouillon.
ce que nous avons devant nous, c'est ce que l'on appelle un plan détaillé. Parce que ici, nous avons les différentes parties et à chacune des parties, on donne un titre qui est en quelque sorte sa thèse, c'est-à-dire le point de vue qui est développé. Et derrière chacune de ces thèses, il y a les idées suivies de leurs exemples, donc les arguments les uns après les autres, puis on a la conclusion partielle et puis la transition. Donc ce travail-là, c'est le travail final. Et lorsque nous en avons donc achevé avec ce travail préliminaire, il est question maintenant de passer à la deuxième phase du travail qui est la rédaction de notre travail, ce que je voudrais dire. On va bien évidemment commencer par les parties les plus techniques que sont l'introduction et la conclusion. Parce que vous le savez tous, le développement, il est pratiquement déjà présenté dans le travail que nous venons de faire au niveau du plan détaillé. Parce qu'on y a tous les éléments, tous les arguments, etc. Il faudra simplement les mettre sur papier et assurer une bonne cohésion entre les différentes phrases. Nous avons déjà le développement. Mais avant de passer à la rédaction, il est question de s'assurer qu'on rédige proprement les différentes parties techniques. Et ces différentes parties techniques, c'est l'introduction d'abord. L'introduction compte 3 parties. La première partie, nous l'appelons amener le sujet. Bon, il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés, hein, tout dépend des terminologies des uns et des autres. Je vais utiliser ici la terminologie qui existe dans les livres au programme camerounais. Donc, la première partie consiste à amener le sujet, la deuxième à poser le problème et la troisième à annoncer le plan. Mais vous devez bien comprendre ici que pour chacune de ces parties, il y a un certain nombre d'éléments que nous devons mettre en œuvre. Pour la première partie, amener le sujet par exemple, il y a 3 méthodes qui sont très souvent utilisées. La première et la plus fréquente, c'est celle qui consiste à aller d'un terme général associé au sujet pour aller progressivement vers ce que le sujet dit. Donc en fait, ça c'est l'élément le plus souvent utilisé, le thème général. Si on revient par exemple sur l'exemple que nous avions utilisé lors de nos 2 premières vidéos, où on parlait du roman, qui était un moyen pour les êtres humains de corriger le monde, on comprend que pour amener le sujet ici, on parle du thème général qui est le roman, on parle du roman en général, et on va progressivement vers ce que dit le sujet, c'est-à-dire montrer toutes les activités que le roman a et finir par spécifier que parmi ces nombreuses activités, il y a effectivement la correction du monde. Et à partir de ce moment-là, on peut aller vers la deuxième phase qui est celle de poser le sujet. Mais, comme je l'ai dit, il existe 2 autres modalités. L'autre modalité consiste à définir un terme clé. Bon, lorsqu'on dit terme clé, il y a beaucoup de termes dans un sujet de dissertation. Ce n'est pas toujours facile de distinguer, mais je crois que si on en revient à ce que nous avons dit dans le travail préparatoire, il y a le thème général, il y a le thème précis. Ce sont là les deux principaux mots qui orientent notre travail. Le thème général qui montre le vaste domaine dont nous parlons et le thème précis qui est le sous-ensemble de ce vaste domaine sur lequel nous allons travailler. Donc en fait, les 2 mots peuvent être utilisés. Si on revient par exemple au sujet que nous avons traité depuis quelque temps, il y avait le roman, le monde romanesque, et puis il y avait la correction du monde. Donc en fait, ce sont là les 2 thèmes par lesquels on peut entrer. On peut définir ce que c'est que le roman, ou alors on peut définir ce que c'est que la correction du monde, tout en sachant qu'au final, il faudrait bien qu'on lie le thème correction du monde au roman, et puis de là, on le lie au sujet qui est le nôtre, qui est le sujet qui a été proposé. La troisième modalité consiste à aller avec une citation. Il faudrait donc que la citation soit une citation qui va dans le sens de ce que dit le sujet, ou bien qui va dans le sens contraire. Mais il faudrait qu'on s'arrange à ce que ce soit une vraie citation. Ici, donc, je conseille aux candidats de ne pas forcer la citation. Si vous n'avez pas de citation qui puisse aller dans le sens de ce que dit le sujet, ou bien qui va contre cela, en fait, ne la forcez pas. Contentez-vous des 2 premières méthodes qui, à mon avis, sont toutes également faciles à utiliser, surtout si on veut vraiment les utiliser. C'est-à-dire identifier le thème général, en parler et puis aller vers le thème précis, ou alors prendre un des 2 mots-clés et puis le définir et à partir de cette définition, aller vers ce que dit le sujet. Ce sont des choses qui peuvent être faites beaucoup plus facilement. Mais si vous tenez à utiliser la citation, eh bien, il faut vous arranger à avoir une bonne citation et qui va vraiment dans le sens de ce que dit le sujet ou bien qui s'y oppose. Ce que je déconseillerais, par contre, aux candidats, et je l'ai remarqué dans certains sujets, sont des candidats qui ont tellement envie de produire une autre citation que finalement, ils ne savent pas où la produire. Ils amènent le sujet par l'une des 2 autres méthodes, c'est-à-dire la définition ou bien l'idée générale, et après, ils reprennent la citation, et finalement, cette citation-là crée une confusion. On a l'impression que les candidats ont créé un autre sujet à la place du sujet que nous leur avons proposé. Donc, il faut vous méfier. La citation, si elle existe, doit être seulement dans la première partie, celle où vous amenez le sujet. Vous ne devez pas la mettre ailleurs. Sinon, contentez-vous d'utiliser la définition du thème général, la définition d'un mot-clé et aller vers le problème. Bon, ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie consiste effectivement à poser le problème.
Poser le problème, c'est d'abord reprendre ce que l'auteur a dit, ce que l'auteur de la citation a dit dans l'opinion. Il faut la reprendre. Il est conseillé ici de la reprendre soit intégralement lorsqu'elle n'est pas très longue, soit de la résumer, donc de donner la quintessence de ce qui est dit, donner en quelques mots l'essentiel de ce que cette citation dit. Il faut donc vous arranger à ne pas dire ce que la citation n'a pas dit. Ou alors, contentez-vous de la reproduire. Vous la reproduisez intégralement du début jusqu'à la fin. Une fois que vous l'avez reproduite, cela ne suffit pas. Il faudrait que vous posiez le problème qui va lancer le débat. Donc ici, les candidats, il y en a qui ont plusieurs méthodes. Il y en a qui essaient d'expliquer ce que ce sujet dit avant de poser le problème. Il y en a d'autres qui essayent de le classer dans une catégorie parce qu'il y a certains collègues qui ont, enfin pas seulement les collègues, l'étude littéraire en général qui a canalisé les sujets sur un certain nombre d'objectifs. Peut-être la recherche de l'éthique et de l'esthétique, ou bien de la réalité de l'œuvre littéraire, ou bien de la créativité de l'œuvre, etc., etc. Il y en a qui essaient de les orienter vers l'un de ces éléments. Je déconseille très souvent à mes candidats de trop s'intéresser à ces catégorisations qui ne les aident pas toujours, parce que très souvent, après avoir dit que tel sujet parle plutôt de fiction, de réalité, ou encore d'esthétique et d'éthique, ou encore d'engagement littéraire, ou encore, je ne sais pas moi, de l'art pour l'art, etc., etc., ils finissent, au lieu de revenir vers le sujet qui était le nôtre, ils finissent par se perdre et commencent plutôt à parler d'autres choses, ou bien ils se contentent d'appliquer un plan passe-partout qu'ils ont déjà mémorisé quelque part, qui appartiendrait à chacun de ces sujets-là, oubliant que deux sujets peuvent très bien appartenir à l'une de ces catégories, mais ne pas avoir forcément le même plan. Donc ici, moi je conseille aux élèves, au lieu de s'attarder sur ces classifications-là, de plutôt revenir vers le sujet et de reprendre simplement le travail que nous avons fait au début. C'est-à-dire, on a identifié le thème précis, on a identifié le thème général et on a essayé de poser une question en relation avec la consigne qui nous permet de lancer le débat. On a très bien dit que si c'est un sujet dialectique, on va poser une question fermée, question qui nous permet de répondre par oui ou par non. Et on sait très bien que derrière le oui va se cacher la thèse et derrière le non va se cacher l'antithèse. Si c'est un sujet analytique, on va plutôt poser une question ouverte en l'introduisant par dans quelle mesure ou bien en quoi, etc. Et ceci va nous permettre de pouvoir ressortir dans la suite du développement les différents aspects de ce sujet-là que nous allons développer. Donc, une fois que l'on a posé cette question-là, on peut dire qu'on a déjà posé le problème, on a lancé le débat. Et maintenant, la suite, c'est quoi? C'est le plan. Mais dans le plan, il y a deux modalités, c'est-à-dire la troisième partie peut se faire de deux façons différentes. On peut le faire de façon très élégante avec des questions, et ces questions-là vont aller immédiatement après la problématique, après le problème, après la question centrale. Ces deux ou trois questions vont accompagner cette question centrale, et cet ensemble-là va constituer ce que l'on appelle la problématique. Parce que la problématique, ce n'est pas seulement la question centrale, en fait, c'est toutes les questions qui se posent autour de l'élaboration du sujet. Donc, on pose ces questions en sachant que l'une des questions aura pour réponse ce que l'on va dire dans la première partie, une autre ce que l'on va dire dans la deuxième partie. Et si c'est un sujet dans lequel il y a trois parties, c'est-à-dire si c'est un sujet analytique et en trois parties, on va poser une autre question dont la réponse va nous amener à traiter la troisième partie. Si on ne veut pas utiliser la modalité de la forme interro-négative, ici on peut décider par exemple d'utiliser des phrases affirmatives, des phrases assertives dans lesquelles on va dire clairement ce que l'on va dire dans la première partie, ce que l'on va dire dans la deuxième, ou alors et ensuite, si c'est nécessaire, ce que l'on va dire dans la troisième partie. Donc voilà présenter les différentes parties de l'introduction. Et bien évidemment, dès que l'on a fini avec la rédaction de l'introduction, on doit maintenant s'intéresser à la rédaction du reste du devoir. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas se contenter de rédiger l'introduction. Il faudrait également rédiger la conclusion au propre pour s'assurer qu'elle a été soigneusement rédigée et que lorsque l'on va la reporter sur notre feuille de composition, il n'y aura pas de rature parce que c'est une partie également qui est un peu plus technique que le développement. Et ça, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo dans laquelle nous allons revenir brièvement sur ce que l'on doit faire dans le développement, parce que vous savez très bien que avant de passer à la conclusion, on doit parler du développement. On va dire en quelques mots ce que l'on doit dire dans le développement, qui ne serait qu'un rappel de ce que l'on a déjà dit en quelque sorte au niveau du plan détaillé. Et puis on va revenir au niveau de la conclusion avec toutes ces constituantes. Donc je vous demanderai une fois de plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et d'être toujours fidèle à nos différentes rencontres. Je vous remercie.